je voyais le même chiffre partout, 10h47, gravé dans les horloges des cafés parisiens, dans les reflets des flacons de parfum sur les vitrines des Champs-Élysées, dans le tic-tac obsédant de mon propre pouls agonisant. À 10h47 précise, mon téléphone avait sonné pour la dernière fois, et la voix de ma femme, Isabelle, avait murmuré ces mots empoisonnés, « C'est fini, Pierre. Ils viennent te chercher. » Puis le coup de feu, le sang chaud coulant sur le carrelage froid de notre appartement haussmannien, et le néant, un abîme où les regrets se muent en chaîne. Mais le destin, ce farceur cruel, m'avait renvoyé en arrière, dans ce même corps, à l'aube du cauchemar, avec le goût métallique de la trahison encore sur les lèvres. J'étais mort, trahi par ceux que j'aimais le plus, et maintenant, je vivrais pour les voir brûler. Paris, cette ville des amours éternels et des haines effroyables, m'avait vu naître et périr 2 fois. La première mort, je l'avais méritée, peut-être un secret enfoui dans les ombres de mon passé, une erreur juvénile que j'avais cru effacer par les années. À 25 ans, lors d'une nuit pluvieuse de 2012, j'avais couvert un vol dans la galerie d'art où je travaillais comme assistant. Pas par cupidité, non, par amour fou pour une toile volée, un monnet que j'avais vu comme un talisman contre la misère de mon enfance dans les banlieues grises de Saint-Denis. J'avais remplacé l'original par une copie grossière, et le tableau avait disparu dans les mains d'un collectionneur anonyme. Personne n'avait soupçonné, l'assurance avait payé, et j'avais gravi les échelons, devenant conservateur au Louvre, marié à Isabelle, l'héritière d'une famille de banquiers, et amie intime de Jacques, mon collègue et confident depuis l'université Sorbonne. Mais les secrets, en France, sont comme le vin, ils fermentent, ils aigrissent, et un jour, ils explosent en un bouquet de venin. Isabelle et Jacques, ces 2 serpents lovés dans mon lit et mon bureau, avaient exhumé mon péché d'adolescent. Comment? Par un chantage subtil, ourdi dans les salons feutrés du 16e arrondissement. Isabelle, avec ses yeux de velours et son sourire de madone, m'avait épousé pour mon ascension sociale, mais son ambition la rongeait. Jacques, sera ambitieux aux ongles manucurés, visait ma place au Louvre. Ensemble, ils avaient fouillé mes archives numériques, un mot de passe oublié, un email malveillant et découvert la trace du vol. Pas pour me confronter, oh non, pour me détruire. Ils m'avaient piégé dans un faux scandale de corruption, falsifiant des documents pour me faire passer pour un receleur en chef. À 10h47, ce matin fatidique de 2025, la police avait frappé à la porte, et Isabelle, feignant les larmes, avait composé le numéro qui m'avait mené à l'abattoir, un suicide mis en scène, une balle dans la tempe pour clore le chapitre et hériter de tout. Réveillé dans mon lit, ce lit qui avait abrité leurs étreintes adultères, fut un choc plus violent que la mort elle-même. L'air de Paris filtrait par les volets mi-clos, chargé de l'odeur de croissants frais du boulanger en bas de la rue de Rivoli. Mon corps, ce vaisseau traître, avait 35 ans à nouveau, mais mon esprit hurlait les échos de l'au-delà. Je me redressai, le cœur cognant comme un tambour de la Bastille, et vis le calendrier sur la table de nuit, 15 juin 2024. 1 an avant la fin. Isabelle dormait encore à mes côtés, son souffle régulier un mensonge parfait. Jacques m'avait envoyé un message la veille, innocent, déjeuner au Fouquet's. Besoin de ton avis sur l'expo. Le piège se refermait déjà, invisible, mais je le voyais maintenant, clair comme le Seine sous le soleil de midi. Les premiers jours furent un tourbillon de rage contenue, un opéra muet où je jouais le mari aimant, l'ami loyal. Je marchais dans les Tuileries, observant les statues de marbre qui semblaient se moquer de ma résurrection. Pourquoi moi, murmurais-je aux fontaines, mais les nymphes restaient muettes. Non, ce n'était pas un don divin, c'était une malédiction, un sursis pour expier ou pour venger. Et la vengeance, en France, n'est pas un caprice anglais, c'est une tragédie racinienne, un poison lent distillé dans les veines de la société. Je décidai de frapper non par la violence brute trop vulgaire, trop américaine mais par l'intrigue, le murmure, le coup de poignard dans le dos des conventions. Mon premier acte fut discret, fouiller les tiroirs d'Isabelle pendant qu'elle était à son cours de yoga à Passy. Ses journaux intimes, ses reliques victoriennes dans un monde digital, révélèrent l'ampleur de la trahison. Pierre est un imposteur, écrit-elle en 2023. Jacques et moi, nous le savons. Une fois qu'il tombera, le Louvre sera à nous, et l'héritage de père enfin libéré de son ombre. Des lettres codées à Jacques, des plans pour falsifier des expertises d'art. Le secret de mon vol? Il l'avait appris par un détective privé, engagé par le beau-père d'Isabelle, un ancien flic corrompu qui flairait les faiblesses comme un limier. Mais il y avait plus, Isabelle avortait en secret notre enfant, un accident qu'elle imputait à mon stress professionnel. Mon fils, effacé avant même d'exister, pour ne pas entraver sa carrière. La fureur me submergea,
un raz-de-marée atlantique. Je sortis, errant jusqu'au Pont-Neuf, où les amants accrochaient leurs cadenas comme des vœux piégés. Là, sous les arches sombres, je jurai sur la Seine, ils paieraient, non par la mort trop facile mais par la ruine de leur âme. Pour Isabelle, je briserai son empire familial, exposant les magouilles bancaires de son père, ses prêts occultes aux oligarques russes qui finançaient l'art volé. Pour Jacques, je déterrerai son propre squelette, un plagiat académique à la Sorbonne, une thèse volée à un étudiant mort dans un accident suspect. Et moi? Je deviendrai le fantôme qui orchestre leur chute, invisible, impitoyable. Mais la vengeance exige des sacrifices, et les miens furent immédiats, controversés. Le soir même, je couchai avec Isabelle une dernière fois, feignant la passion pour sonder ses défenses. Ses gémissements, autrefois ma symphonie, n'étaient que du bruit blanc. « Je t'aime, Pierre, murmura-t-elle, les yeux fermés. Mensonge. Au petit matin, je glissai dans son sac une clé USB, des documents falsifiés, pas contre moi, mais contre elle, un transfert fictif de fonds vers un compte offshore, semence d'un scandale. Était-ce moral? Non, c'était la guerre, et en France, la morale est une courtisane qu'on achète au plus offrant. Jacques, lui, fut plus ardu. Notre déjeuner au Fouquet's devint une partie d'échecs. Assis sous les platanes, avec vue sur l'Arc de Triomphe, il commanda son habituel foie gras, inconscient du poison verbal que je distillais. L'expo sur les impressionnistes. Tu sais, j'ai relu les archives. Certains tableaux ont une histoire trouble. Ses yeux s'étrécirent, un tic de renard. Que veux-tu dire? Je souris, sirotant mon Bordeaux. Rien. Juste que le passé rattrape toujours les voleurs. Il rit, nerveux, mais la graine était plantée. Ce soir-là, je hackais son ordinateur, un vieux tour appris dans mes jours sombres et plantai des preuves de son plagiat, des emails fantômes vers l'étudiant décédé. Les semaines suivantes furent un ballet macabre. Paris, ma Seine, bruissait de rumeurs. Isabelle reçut un appel anonyme, votre père est surveillé par Tracfin. Elle pâlit, me confia ses doutes, et je feignis l'empathie, caressant sa main tremblante. Jacques, quant à lui, vit son article dans Le Monde contesté, un blogueur obscur en moi, sous pseudonyme avait exhumé la thèse originale. C'est une chasse aux sorcières, s'exclama-t-il au téléphone, sa voix craquelait comme du cristal brisé. Je répondis d'une voix calme, la vérité est une putain, Jacques. Elle se vend au plus offrant. Pourtant, au milieu de ce théâtre des ombres, un doute s'insinua, corrosif comme l'acide. Était-ce vraiment eux seuls? Mon beau-père, Henri Duval, ce colosse du Crédit Lyonnais, n'était-il pas le marionnettiste? Ses dîners au Plaza Athénée, où il tolérait à peine ma présence, prenaient un sens nouveau. Et si mon vol de jeunesse n'avait été qu'un pion dans son jeu plus vaste? Une nuit, fouillant les dossiers d'Henri obtenus par un contact vénal au sein de la banque, je découvris l'horrible, le collectionneur auquel j'avais vendu le monnaie était un prête-nom d'Henri lui-même. Il savait, dès le début. Mon mariage avec Isabelle n'était pas un hasard, c'était un piège pour me lier, me contrôler, et finalement m'éliminer quand j'approchais trop de ses secrets et des fonds détournés pour financer des armes en Afrique, via des galeries d'art comme couverture. Le twist me frappa comme un coup de butoir, la trahison n'était pas personnelle, c'était systémique, une toile d'araignée tissée par l'élite parisienne, où l'art, l'argent et le pouvoir se nouent en un nœud gordien. Isabelle et Jacques n'étaient que des exécutants, des amants complices dans un complot familial. Ma rage se mua en une résolution plus froide, détruire le nid, pas les guêpes. Mais pour cela, je dus franchir la ligne rouge, un choix controversé qui me entrait, infiltrer la banque d'Henri, non comme un fantôme, mais comme un traître. Je contactai un journaliste de Mediapart, Camille Laurent, une femme aux yeux de feu que j'avais croisée lors d'une vernissage. J'ai des preuves, lui dis-je au café de Flore. Mais en échange, protégez-moi. Elle accepta, et ensemble, nous forgeâmes un dossier, transferts illégaux, liens avec des cartels, et mon propre vol comme clé de voûte, une preuve que j'offrais en sacrifice, me rendant complice éternel. La haute tension culmina lors de la soirée gala au Louvre, un bal masqué où les masques tombaient littéralement. Isabelle, radieuse en robe Chanel rouge sang, dansait avec Jacques, ignorant que j'avais glissé dans les serveurs de la banque un virus qui exposerait tout à minuit. Henri, imposant en smoking, me serra la main, fier de toi, gendre. Mensonge. À 22h47, 3 heures avant mon heure fatidique, Camille activa la fuite. Les écrans du musée clignotèrent, scandale au Louvre, corruption au sommet. Photos, documents, non. Isabelle hurla,
Jacques blêmit, Henri s'effondra, feignant une crise cardiaque. Le chaos fut shakespearien, sirène des flics, flash des paparazzis, pleurs dans les couloirs Renaissance. Je restai en retrait, observant ma vengeance se déployer comme un feu d'artifice sur la scène. Isabelle me supplia, « Pierre, c'est toi ? Pourquoi ?» Je murmurai, « À 10h47, tu sauras. » Jacques tenta de fuir, mais les menottes le cueillirent près de la pyramide. Henri, emmené en ambulance, cracha, « Tu es un rat, comme ton père. » Pourtant, le twist final, ce coup de théâtre cruel, survint dans la cellule où on me traîna, oui, moi, pour mon vol avoué. Camille, ma sauveuse, révéla son propre secret, elle était la sœur de l'étudiant plagié par Jacques, morte dans l'accident qui l'avait maquillée. C'est pour elle, dit-elle en me tendant un dossier d'immunité. Mais en lisant, je compris l'ironie, mon fils avorté. Un mensonge d'Isabelle pour me tester, mais elle l'avait gardé, élevé en secret avec Jacques. Un enfant, mon sang, élevé par mes bourreaux. Libéré par un non-lieu providentiel et mes épreuves contre Henri étaient si parfaites qu'elle lavait mon passé, je quittai Paris pour les vignes de Bordeaux, un exil volontaire. La vengeance avait été douce, mais amère, Isabelle en prison pour complicité, Jacques ruiné et suicidaire, Henri mort d'un infarctus en cellule. Et l'enfant ? Je le trouvai, un garçon de 5 ans aux yeux verts comme les miens, élevé dans la honte. « Papa » murmura-t-il quand je le serrai contre moi, loin des tours de la capitale. Paris, cette sorcière, m'avait rendu mon dû. Mais en regardant le coucher de soleil sur les croupes vallonnées, je sus que la vraie tragédie n'était pas la leur, mais la mienne, revivre pour détruire, et ne plus jamais faire confiance. À 10h47 chaque matin, mon téléphone sonne encore un rappel, un fantôme. Et je souris, car la vengeance, en fin de compte, est le seul art immortel. Je voyais le même chiffre partout, 10h47, gravé dans les horloges des cafés parisiens, dans les reflets des flacons de parfum sur les vitrines des Champs-Élysées, dans le tic-tac obsédant de mon propre pouls agonisant. À 10h47 précise, mon téléphone avait sonné pour la dernière fois, et la voix de ma femme, Isabelle, avait murmuré ces mots empoisonnés, « C'est fini, Pierre. Ils viennent te chercher. » Puis le coup de feu, le sang chaud coulant sur le carrelage froid de notre appartement haussmannien, et le néant, un abîme où les regrets se muent en chaîne. Mais le destin, ce farceur cruel, m'avait renvoyé en arrière, dans ce même corps, à l'aube du cauchemar, avec le goût métallique de la trahison encore sur les lèvres, j'étais mort, trahi par ceux que j'aimais le plus, et maintenant, je vivrais pour les voir brûler. Les premières heures après le réveil furent un chaos sensoriel, un tourbillon où le passé et le présent se télescopaient comme deux trains en collision sur la ligne 1 du métro. Mon appartement, ce sanctuaire bourgeois au cœur du Marais, sentait encore le jasmin d'Isabelle et le tabac froid de mes nuits d'insomnie. Je me levai, nu, face au miroir de la salle de bain, et vis mon reflet, 35 ans, les tempes grisonnantes précoces, les yeux injectés de sang d'un homme qui avait déjà vu l'enfer. « C'est impossible, murmurai-je, touchant ma tempe gauche, là où la balle avait fait un trou net. Rien. Juste une cicatrice imaginaire, un fantôme de chair. Je m'habillai en hâte, enfilant le costume gris que j'avais porté à mon enterrement, ironie du sort. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel laiteux de juin, les klaxons des Vélib et les cris des vendeurs à la sauvette formant une symphonie familière. Je marchais jusqu'à la Seine, les quais grouillants de touristes japonais mitraillant Notre-Dame avec leurs smartphones. Là, assis sur un banc près du pont des Arts, je laissais les souvenirs affluer, non comme une vague, mais comme un déluge. La trahison n'avait pas été soudaine, elle s'était construite brique par brique, sur des années de mensonges polis. Tout avait commencé en 2018, quand Isabelle et moi nous étions rencontrés lors d'une exposition au Centre Pompidou. Elle, fille de banquier, avec sa chevelure châtain cascadant comme un monnet automnal, et moi, l'outsider du Louvre, fils d'ouvrier immigré. Notre amour fut un coup de foudre, ou du moins le crus-je, dîner aux chandelles au train bleu, week-end à Deauville, et ce voyage à Venise où elle m'avait offert une bague en or massif, pour sceller notre éternité. Jacques, mon meilleur ami depuis les amphis bondés de la Sorbonne, avait été le témoin parfait, drôle, cultivé, avec ce charme british hérité de sa mère anglaise. Nous formions un trio inséparable, ou ainsi le pensais-je. Mais les fissures apparurent subtilement. Isabelle devint distante après la naissance. Non, il n'y avait pas eu d'enfant. Attends, dans ma vie précédente, nous avions essayé, en vain. Non, le mensonge était ailleurs. Jacques gravit les échelons plus vite que moi, publiant des articles élogieux dans le Figaro sur l'évolution de l'art contemporain,
tandis que je peinais avec les budgets serrés du Louvre. Tu es trop honnête, Pierre, me disait-il en riant, un verre de cognac à la main lors de nos soirées au caveau de la Huchette. Honnête? Si seulement il avait su. Mon secret, ce vol de 2012, pesait sur moi comme un boulet de canon. Le Monet et le bassin au Nymphéa n'étaient pas n'importe quel tableau, c'était mon talisman, arraché à la galerie pour payer les dettes de ma mère mourante. J'avais cru l'avoir revendu à un amateur discret, mais les nuits d'insomnie me rongeaient, et si on découvrait? Isabelle, en fouillant un jour mes papiers pour un projet surprise d'un album photo, prétendait-elle, avait frôlé la vérité. Qu'est-ce que c'est que ces factures bizarres, avait-elle demandé, innocente. J'avais ri, éludé. Erreur fatale. Maintenant, réincarné, je voyais clair, ils avaient comploté dès 2023. Des emails interceptés dans ma mémoire post-mortem oui, l'au-delà avait ses archives montraient Isabelle et Jacques à l'hôtel Lutetia, non pour un adultère banal, mais pour un pacte, Pierre doit tomber. Son poste pour toi, l'héritage pour moi. Le détective a trouvé la preuve du vol. Le détective? Engagé par Henri, le père d'Isabelle, qui me haïssait pour mon sang prolétaire. Ensemble, ils avaient fabriqué le scandale, faux contrat de vente d'œuvres volées, signé de ma main via Photoshop, et mon suicide comme cerise sur le gâteau, pour toucher l'assurance vie. Revenant à l'appartement, je trouvais Isabelle en train de préparer le petit déjeuner, son peignoir de soie entrouvert révélant la courbe de ses seins que j'avais autrefois adorés. « Bonjour, mon amour, dit-elle, m'embrassant sur la joue. Son parfum, Chanel numéro 5, me donna la nausée. Tu as l'air fatigué. Mauvaise nuit? Je souris, un rictus de loup. Juste un cauchemar. Rien d'important. Tandis qu'elle posait les croissants, je glissais un regard dans son téléphone, laissé sur le comptoir. Un message de Jacques, ce soir, après le yoga? Besoin de te voir. Le serpent se mord la queue. Ce jour-là, au Louvre, sous la verrière de la cour carrée, je feignis la routine, cataloguer des esquisses de Delacroix, discuter avec les restaurateurs. Mais mon esprit bouillonnait. La vengeance devait être française, élégante, inexorable, avec un soupçon de décadence baudelairienne. Pas de flingue, pas de poursuite en voiture, non, des murmures dans les couloirs du pouvoir, des fuites calculées aux bonnes oreilles. Mon premier coup, contacter un ancien collègue, un hacker freelance nommé Luc, que j'avais aidé lors d'un licenciement injuste. J'ai besoin d'un accès, lui dis-je au téléphone, depuis un café anonyme près de Bastille. À la Banque du Val. Il rit. Pourquoi, l'art ou l'amour? Pour la justice, répondis-je. Mensonge pieux. Luc livra, des captures d'écran des comptes d'Henri, ces abysses numériques où l'argent sale coulait comme le Rhône en crue. Prêt à des galeries véreuses, finançant des toiles pillées en Syrie. Mon vol de monnaie? Une goutte dans cet océan. Mais pour Isabelle, il y avait mieux, un transfert récent vers un compte à son nom, pour frais personnels. J'imprimais, archivais. La nuit venue, alors qu'Isabelle ronflait doucement, je glissais la preuve dans une enveloppe adressée à un notaire fictif, une bombe à retardement. Les jours suivants, la tension monta d'un cran. Jacques m'invita à un vernissage à l'orangerie, pour décompresser. Là, parmi les nénuphars de monnaie et ironie suprême, il me confia, Isabelle est stressée. Son père la pousse à divorcer si tu n'évolues pas. Je hochai la tête, feignant la surprise. Et toi, Jacques? Toujours fidèle? Il rougit légèrement, avala son champagne. Bien sûr. Nous sommes frères. Frères? Le mot me brûla. Ce soir-là, je plantai la première graine contre lui, un email anonyme à la direction du Louvre, alléguant un conflit d'intérêts dans ses publications. Paris, en cet été 2024, devint mon échiquier. Je marchais des heures, du Montmartre aux catacombes, méditant sur la nature de la trahison. Était-ce l'argent? L'ambition? Ou simplement l'ennui bourgeois, ce vide que Balzac décrivait si bien? Isabelle, sentant mon éloignement, tenta de raviver la flamme, un dîner aux chandelles à la tour d'argent, vue sur la cathédrale illuminée. Raconte-moi tes rêves, Pierre, dit-elle, sa main sur la mienne. Je la regardai, voyant la traîtresse sous la beauté. Je rêve de justice, répondis-je. Elle rit, nerveuse. Toujours le philosophe. Mais sous la table, mon pied effleura le sien, un geste ambigu qui la troubla. Était-ce de la séduction ou de la torture? Les deux, sans doute. Cette nuit-là,
nous fîmes l'amour avec une urgence nouvelle, et dans l'extase, elle murmura un nom, Jacques. Gaffe. Mon cœur se serra, non de jalousie, mais de triomphe. Le masque craquelait. La machine de la vengeance s'emballa comme un TGV déraillé, emportant avec elle les illusions que j'avais encore. Le lendemain du dîner, un article dans le Canard enchaîné, fruit de ma fuite anonyme, titrait « Plagiat au Louvre, un conservateur sous les feux ». Jacques, bien sûr. Son visage blême au téléphone. « Pierre, c'est toi ? Dis-moi que non. » Je feignis l'horreur. « Mon vieux, c'est dingue. Qui ferait ça ?» Il raccrocha, brisé. Satisfaisant, mais insuffisant. La vraie douleur viendrait plus tard. Isabelle, de son côté, reçut la première secousse lors d'une réunion familiale à Neuilly-sur-Seine. Henri, ce patriarche au cigare éternel, explosa « Ton compte offshore, qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Elle rentra en larmes, se jetant dans mes bras. « Papa soupçonne quelque chose. Et si c'était lié à toi ? À moi ? » Le comble. Je la consolai, caressant ses cheveux, murmurant des banalités sur l'amour conjugal. Intérieurement, je riais, le poison agissait. Pour approfondir, je plongeai dans les archives personnelles d'Henri, via Luc. Des heures devant mon ordinateur portable, dans un cybercafé de Belleville, entouré d'étudiants maghrébins et de retraités solitaires. Les documents étaient accablants, des millions blanchis à travers des ventes d'art fictives, dont mon monnaie comme point d'entrée. Henri avait su pour le vol dès 2013, via un contact à Interpol. Il avait gardé le silence, attendant le moment propice pour me saigner. Un atout dormant, notait-il dans un mémo interne. Mon mariage avec Isabelle ? Une assurance contre ma fuite. Un choix controversé s'imposa alors, confronter Isabelle seule, ou la laisser mijoter ? Je choisis le feu lent. Lors d'un week-end à Giverny, clin d'œil aux monnaies, je la poussai aux aveux. Assis au bord du bassin, sous la pluie fine normande, je dis, j'ai toujours un secret, Isabelle. Et si le tien était pire ? Elle pâlit, ses lèvres tremblèrent. Que veux-tu dire ? Jacques. Et l'argent de ton père. Silence. Puis, les larmes, c'était pour nous, Pierre. Pour une vie meilleure. Tu stagnais, et papa. Il voulait te protéger, à sa façon. Protéger ? Un euphémisme pour chantage. Elle avoua tout, le détective, les faux documents, le plan du suicide. On t'aimait, à notre manière. Mais tu étais un obstacle. Aimais ? La nausée remonta. Je la serrai contre moi, feignant le pardon. On recommence à zéro. Mensonge. Cette nuit, dans la chambre d'hôtel aux murs tapissés de roses fanées, je la filmai en secret, son corps nu, ses confessions murmurées. Une arme, pas pour le plaisir, mais pour la cour. De retour à Paris, l'escalade. Jacques tenta de se suicider, une overdose de somnifères, raté de justesse à l'hôpital Saint-Louis. C'est fini pour moi, me dit-il à son chevet, sa voix un râle. Le Louvre me vire, et l'université en quête. Je hochai la tête, compatissant. Tiens bon, frère. Frère. Le mot sonnait faux. En sortant, je contactai Camille Laurent, la journaliste. J'ai ton histoire. Mais j'ai besoin de couverture. Elle accepta, ses yeux brillant d'un feu vengeur. Pour mon frère, expliqua-t-elle plus tard. Le lien avec Jacques ? Établi. La tension domestique devint étouffante. Isabelle, paranoïaque, fouillait mes affaires. Tu changes, Pierre. Comme si tu savais quelque chose. Je souriais, l'embrassant. Juste l'amour. Mais intérieurement, le plan mûrissait, le gala du Louvre, le 15 juillet, jour de la prise de la Bastille. Symbolique. J'invitai Henri, Isabelle, Jacques, tous sous le même toit de verre. Les préparatifs furent un balai d'intrigue. Luc installa le virus sur les serveurs bancaires, Camille rédigea l'article choc. Moi ? Je volai une nouvelle toile, pas pour l'argent, mais pour appâter, une esquisse de Picasso, placée dans le bureau de Jacques avec ses empreintes. La chute finale, pensais-je, glissant le cadre dans l'ombre. La veille, un rêve me hanta, mon fils, un garçon aux yeux verts, courant dans les jardins du Luxembourg. Avorté ? Non, dans cette timeline, peut-être pas. Le doute s'insinua, et si je sauvais quelque chose au milieu de la destruction ?
Controversé, immoral, aimé encore, malgré tout. Le matin du gala, Paris étouffait sous une canicule inhabituelle. Je m'habillais en tuxedo noir, un nœud papillon rouge sang. Isabelle, sublime en Dior écarlate, ajusta ma cravate. Ce soir, on danse comme au premier jour. Oui, danserions-nous, sur les ruines. Au Louvre, la foule des élites, politiques, artistes, banquiers. Henri domina la salle, toast à l'avenir de l'art français. Jacques, pâle, évitait mon regard. À 21h, le bal commença, valse sous les étoiles artificielles. Isabelle en mes bras, son parfum enivrant. Je t'aime, murmura-t-elle. Dernier mensonge. À 22h47, les écrans s'allumèrent. Les écrans de la cour Marly, ces géants LCD projetant des slides d'œuvres maîtresses, se figèrent soudain sur un fond noir. Puis, lettres blanches comme des os, scandale du siècle, le Louvre, complice des blanchimes. La salle entière retint son souffle, les verres de cristal suspendus à mi-chemin des lèvres. Camille avait bien travaillé, documents numérisés, transferts bancaires en temps réel, nom en gras à Duval, Morel, Jacques, et même un clin d'œil à mon passé, vol de 2012, le pion qui a tout révélé. Henri fut le premier à réagir, son visage virant au pourpre sous les spots. C'est une farce. Arrêtez ça, hurla-t-il, renversant une table de caviar. Mais les invités, ces vipères de la haute, murmuraient déjà, téléphone sorti pour filmer le chaos. Isabelle se cramponna à mon bras, ses ongles s'enfonçant comme des crocs. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Je la regardais, froidement. La vérité, ma chère. À 10h47, tu comprendras le reste. Jacques, acculé près d'une statue de Michel-Ange, tenta de s'éclipser par une sortie de service. 2 agents de sécurité briefés par Luc le plaquèrent au sol. Monsieur Morel, vous êtes en état d'arrestation pour fraude académique et complicité. Ces cris, un mélange de rage et de terreur, résonnèrent comme un air d'opéra wagnérien. La police, alertée par un appel anonyme, le mien, débarqua en trombe, sirène hurlant dans la nuit parisienne. Henri, sentant le vent tourner, ordonna à ses avocats, négocier. Offrez-leur ce qu'ils veulent. Mais il était trop tard. Un journaliste de France Inter, micro tendu, le harponna, Monsieur Duval, comment expliquez-vous les 50 millions versés à des entités syriennes? Le colosse vacilla, portant la main à sa poitrine. Infarctus? Ou comédie? L'ambulance l'emporta, menotte au poignet malgré les protestations. Isabelle, en pleurs, me traîna dans un coin sombre des salles de non. C'est toi, n'est-ce pas? Tu nous as trahis. Ses yeux, gonflés de mascara ruisselant, cherchaient une lueur de pitié. J'en eus une, fugace pour la femme que j'avais aimée, pas pour la conspiratrice. Trahi? Tu parles d'un mot. À 10h47, le 15 juin prochain, tu m'as appelé pour me dire adieu, pendant que les flics enfonçaient la porte. Tu as chargé le revolver, Isabelle. Pour l'héritage, pour lui. Elle recula, bouche bée. Comment? Tu ne peux pas savoir. Je souris, sombre. Je sais tout. Et maintenant, le monde le sait aussi. Les heures suivantes furent un tourbillon, interrogatoires improvisés dans les bureaux du musée, flash des photographes sous la pyramide illuminée. Moi, intouchable pour l'instant, observais de loin. Camille me rejoignit, un verre de champagne volé à la main. C'est fait. Mediapart publie à l'aube. Ton immunité est assurée en échange de ton témoignage sur le vol. Je hochai la tête. Marché conclu. Mais l'enfant? Elle fronça les sourcils. Quel enfant? Le mien, avorté dans l'autre vie. Dans celle-ci, peut-être vivant. L'aube se leva sur un Paris en ébullition. Les unes du Figaro, chute des Duval, un empire en ruine. Isabelle arrêtée pour complicité, menottée devant les caméras, sa robe de gala déchirée comme un symbole. Jacques, emmené en fourgon, hurlant des insanités sur la jalousie d'un raté. Henri, opéré d'urgence à l'Hôtel-Dieu, murmura à son avocat, « Trouvez qui a fait ça. » Coûte que coûte. Libéré provisoirement, je rentrai seul dans l'appartement vide, le silence pesant comme un suaire. Les meubles haussmanniens, ces témoins muets, semblaient me juger. Je m'assis au bureau, allumai l'ordinateur d'Isabelle. Là, dans un dossier caché souvenir, une vidéo, une échographie, datée de 2023.
Un fœtus, 8 semaines. Notre secret, notait-elle. Pas d'avortement. Elle l'avait gardé, élevé en cachette, avec l'aide de Jacques. Mon fils ou ma fille existait, caché dans une nounou à Vincennes. Le choc me plia en deux. Vengeance ou paternité? Un dilemme cornélien, déchirant. Je contactai la nounou via un numéro trouvé dans les contacts. Madame Lefebvre? C'est Pierre Morel, mari d'Isabelle. Je sais pour l'enfant. Silence, puis, c'est un garçon, Lucas. Il a 2 ans. Venez vite. La route vers Vincennes, sous un soleil impitoyable, fut un calvaire. La maisonnette modeste, avec son jardin clôturé, abritait mon miracle. Lucas, yeux verts comme les miens, joues rondes, jouait avec un train en bois. Papa, demanda-t-il en me voyant, comme si l'instinct guidait. Je le serrai, larmes aux yeux. Isabelle avait menti sur tout, mais pas sur ça. Était-ce rédemption? Non. La police frappa à la porte de la nounou ce soir-là. Monsieur Morel, vous êtes soupçonné de chantage et de falsification. Mon vol de jeunesse, exhumé par Henri avant sa chute. Ironie, en les détruisant, je m'étais condamné. Emmené au quai des Orfèvres, je passais la nuit en cellule, le béton froid rappelant mon suicide passé. Camille vint me voir à l'aube. Ton dossier sur Henri est solide. Ils te lâcheront pour ça. Mais le doute persistait. Et Lucas? Confié à la DAS, en attente de tutelle. Isabelle, depuis sa cellule de Fresnes, m'envoya un mot, sauve-le. C'est le tien. Le procès s'annonçait épique, un feuilleton judiciaire à la française, avec avocat en perruque et rebondissement. Ma déposition, vérité crue sur le vol, sur le complot. J'ai été trahi, manipulé. Mais j'ai aussi péché. Le juge, un vieil oiseau de Nanterre, hocha la tête. La justice n'est pas vengeresse, monsieur Morel. Elle est aveugle. Pourtant, elle vit clair, non-lieu pour moi, peine lourde pour les autres. Isabelle, 5 ans pour fraude. Jacques, 10 pour plagiat et tentative de meurtre, le suicide forcé. Henri, mort en détention, son empire démantelé. Libéré, je récupérai Lucas. Paris derrière moi, nous partîmes pour le sud, vers les calanques de Marseille. Mais la vengeance, cette amante jalouse, ne lâche pas si facilement. Les mois suivants furent un exil intérieur, un purgatoire masqué en liberté. Avec Lucas dans les bras, nous nous installâmes dans une petite maison à Cassis, face à la Méditerranée turquoise qui contrastait avec les grisailles de mes souvenirs. Le garçon, ce petit miracle aux boucles brunes, apprenait vite, « Papa, pourquoi maman est partie ?» Je répondais évasivement, « Pour travailler loin. » Mensonge pieux, le dernier peut-être. Mais Paris, cet hydre, ne me laissait pas en paix. Les tabloïds continuaient leur festin, l'héritier fantôme, l'enfant secret des Duval. Isabelle m'écrivait de Fresnes, lettres manuscrites sur papier pelure, « Pierre, pardonne-moi. Lucas est notre salut. » Pardon? Le mot sonnait creux. Jacques, de sa cellule à la santé, tenta un appel, « Frère, on s'est trompé. Sors-moi de là. » Je raccrochai, le cœur durci comme le marbre du Louvre. Pourtant, des fissures apparurent dans ma forteresse. Camille, devenue une amie ambiguë, me rendit visite un week-end. Tu as gagné, Pierre. Mais à quel prix? Nous marchâmes sur la plage, Lucas courant après les vagues. Ses yeux, verts comme les miens, brillaient d'innocence. Le prix de la paix, répondis-je. Elle secoua la tête. La vengeance est un vin capiteux. Elle enivre, puis elle tue. Sagesse de journaliste, ou intuition féminine. Un choix controversé surgit alors, révéler à Lucas la vérité, ou la enterrer? À 4 ans, il posait des questions, « Maman va rentrer ?» Je lisais des contes de Perrault, où les méchants finissent en pierre. Mais la réalité est plus cruelle, Henri, du fond de sa tombe au Père-Lachaise, avait légué un trust à Lucas et des millions gelés, contestés par les créanciers. Un avocat, envoyé par les Duval restants, frappa à ma porte, « Monsieur Morel, l'enfant hérite, mais vous devez témoigner pour débloquer. » Témoigner? Retour à Paris, dans le cirque du tribunal de grande instance. La salle, boisée et solennelle, puait le vieux bois et les ambitions rances. Isabelle, en tailleur gris, plus pâle que la lune, me fixa depuis le banc des accusés. « Pierre, murmura-t-elle lors d'une pause.
Pour lui. Je hochais la tête, mais intérieurement, la rage bouillonnait. Mon témoignage, Isabelle savait pour le vol. Elle l'a utilisé pour me contrôler. Mensonge? Vérité? Un mélange, comme la vie. Le juge trancha, trust débloqué, mais sous tutelle stricte. Lucas, riche orphelin. Isabelle, libérée sur parole après 2 ans, pour bonne conduite. Je veux le voir, implora-t-elle au parloir vitré. Je refusai. Trop tard. Jacques, lui, se pendit en cellule. Nouvelle dans Libération, suicide d'un traître de l'art. Pas de regret. Ou si peu. Camille et moi, une idylle naissante? Dîner à Cassis, discussion sur Balzac et la condition humaine. Tu es changé, dit-elle un soir, sous les étoiles provençales. Moins vengeur, plus humain. Humain? Peut-être. Mais à 10h47 chaque jour, mon téléphone vibrait un rappel automatique, que j'avais programmé. Le passé ne meurt pas, il hante. Un twist inattendu frappa en 2025, une lettre d'un notaire parisien. Henri avait un autre secret, une sœur illégitime, ma tante par alliance, qui contestait l'héritage. Pire, elle savait pour le monnaie, et menaçait de tout révéler publiquement. Reviens, ou Lucas paie. Chantage inversé. Paris m'appelait à nouveau. Je partis, laissant Lucas avec Camille. Le train TGV, filant à 300 km/h, ravivait les fantômes. À la gare de Lyon, un taxi vers le 16e. La tante, une veuve acariâtre nommée Marguerite, me reçut dans un hôtel particulier cossu. Ton vol a ruiné ma vie, neveu, cracha-t-elle. Henri m'a promis une part, mais il t'a préféré. Folle? Calculatrice? Elle avait des preuves, photos du collectionneur, moi en 2012. La confrontation fut électrique. Que veux-tu, demandai-je. L'enfant. Et la moitié. Refus. Mais en sortant, je compris, elle était la clé manquante, le lien avec mon passé. Une alliance? Ou une nouvelle ennemie? La nuit tomba, lourde de menaces. Je marchais vers la Seine, le Pont-Neuf comme aimant. Là, sous les réverbères, Isabelle m'attendait libérée, fugitive. Pierre, fuyons ensemble. Avec Lucas. Ses yeux, suppliants. Le dilemme, pardon ou destruction finale. La rencontre sur le Pont-Neuf fut un climax digne de Hugo, le vent du fleuve fouettait nos visages, les lumières de bateaux-mouches dansant comme des feux follets. Isabelle, emmitouflée dans un manteau anonyme, tendait les mains tremblantes. J'ai tout perdu, Pierre. La prison m'a brisé. Mais Lucas. Il a besoin de nous deux. Ces mots, un plaidoyer déchirant, ébranlèrent ma résolution. Était-ce l'amour résiduel, ou la pitié d'un homme usé? Tu m'as tué, répondis-je, voix rauque. Littéralement. Elle pleura, s'agenouillant sur les pavés humides. Je sais. Jacques m'y a poussé, et papa. C'était son empire ou rien. Mais l'enfant, c'était pour toi. Pour nous. Aveux fragmentés, comme des éclats de miroir brisés. Je la relevai, son corps frêle contre le mien. Un baiser? Non, un adieu. Pars. Et ne reviens pas. Elle obéit, ombre s'estompant dans la nuit. Mais Marguerite, la tante, n'était pas vaincue. Le lendemain, un paquet, document prouvant que le monnaie était sien, hérité d'un oncle. Rencontre-moi au Louvre, minuit. Piège? Probable. J'y allais, armé seulement de mon téléphone enregistrant. La cour Visconti, déserte sous la lune, résonnait de mes pas. Elle surgit, silhouette voilée. Rends l'héritage, où je parle. Négociation tendue, partageons. Pour Lucas. Elle rit, aigre. Un bâtard? Jamais. Le coup de théâtre, Luc, mon hacker, avait tracé son IP. Elle n'était pas seule des complices, reste de l'Empire du Val, prêt à m'enlever. Bagarre dans les ombres, poing et juron. Un couteau luisit, je le désarmai, mais une entaille à l'épaule. Sirène, Camille avait alerté les flics. Marguerite arrêtée, son réseau démantelé. Blessé, soigné à l'Hôtel Dieu, je reçus la visite de Camille. C'est fini, Pierre. Vraiment. Elle posa une main sur mon front. Viens avec moi.
À New York, un poste au mai. Tentant. Mais Paris était mon sang, ma malédiction. Libéré, je rentrais à Cassis. Lucas, grandissant, apprenait l'occitan avec les pêcheurs. Papa, raconte-moi Paris. Je comptais des versions édulcorées, Tour Eiffel, croissant, sans les ténèbres. Isabelle? Disparue en Espagne, sous un faux nom. Une lettre finale, je t'aime encore. Pardonne. Je brûlais le papier, cendre au vent. 2 ans plus tard, 2027, un appel à 10h47, Camille. Le met à temps. Et moi. J'acceptais. Nouveau départ, avec Lucas et elle. La vengeance? Un chapitre clos, mais les cicatrices persistent. Paris, au loin, murmurait encore. La scène coule, emportant les secrets. Et moi, je vis, réincarné non plus en vengeur, mais en survivant. La fin? Pas biographique, mais tragique, l'amour triomphe, mais teinté d'amertume. Comme un bon Bordeaux.